Bonjour. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Philippe Coulet. Soyez le bienvenu. Merci de m'avoir Donc invité. Philippe est le président de l'association, la grande association Saint-Vincent-de-Paul. Donc vous êtes le président dans l'Hérault depuis 4 ans. C'est ça, exactement. Ouais. Donc nous avons fait avec la Glorieuse une opération il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Oui, il y a un an. Il y a un an exactement. Pour 2020, oui. Pendant la crise Covid. Voilà, pendant la crise Covid, pour chaque abonnement vendu sur le numérique, on rétrocédait 10 € à l'association. Voilà. Et on était quand même arrivé à un montant de 1 200 €. Ah oui, c'était bien. Donc voilà. Merci encore, hein, oui. Merci à vous. Merci. Donc tout le monde connaît l'association Saint-Vincent-de-Paul. Elle se trouve à l'entrée de Montpellier, sur le quai du Vermançon, à droite, au début du quai du Vermançon. Oui. Voilà, c'est une association qui est fondée un petit peu sur le bénévolat. Beaucoup même, hein, ouais. Beaucoup, enfin essentiellement, voilà. On va voir les chiffres, là, c'est impressionnant. Depuis 2004, donc vous êtes dans cette association. Oui, j'ai commencé en 2004, oui. Vous êtes tout jeune, donc vous avez 40 ans, et vous êtes président déjà depuis 4 ans. Oui, jeune président, quoi. Un peu comme Macron. Oui, c'est vrai que, enfin, voilà, c'est une élection. J'ai pris la relais, j'étais vice-président, le président auquel j'étais vice-président il est tombé malade, et les circonstances ont été que j'ai pris le relais, hein, et du coup, voilà, ça fait 4 ans. Voilà, donc, voilà, l'association donc s'organise autour de plusieurs choses, de restauration solidaire, oui, d'épicerie sociale, oui, et de visite à domicile. Ouais. Et d'hébergement d'urgence aussi. Voilà, je mets mon micro parce que j'ai oublié de le mettre. Je me fais engueuler par Aimé, notre caméraman essentiel pour ces opérations. Donc voilà, donc vous avez 10 salariés et entre 250 et 300 bénévoles. C'est ça, oui, on a 170 adhérents officiels, quoi. Et puis après on a toujours des personnes, on les appelle réseau aux ANAM, c'est des bénévoles qui viennent mais sans adhérer à l'association. Ils ne payent pas la cotisation mais ils nous aident, et il y en a depuis 10-15 ans, quoi. Il y a pas... et que ce soit à Montpellier ou à Sète, à Béziers, les chiffres c'est pour tout le département, hein, et on a 10 salariés, effectivement. D'accord. Voilà. Ok, donc vous êtes né à Montpellier, oui. 3 enfants, vous avez fait des études de psychologie. C'est ça, ouais, j'ai une maîtrise de psychologie. Il faut être psychologue pour gérer autant de bénévoles et autant de... Ah, ça sert quand même, les études de psychologie, pas forcément que... On peut dire des cas sociaux. Oui, enfin, c'est un peu des cas sociaux, non, les gens qui vous reviennent. Je n'emploierai pas ce mot-là. Non, mais... Vous emploierez quel mot? Les gens en difficulté, quand les gens en difficulté, les accidentés de la vie. Ça m'arrive quand je m'énerve un peu d'employer ces termes, mais c'est des personnes en difficulté en général, oui. Des personnes qui ont des difficultés financières, des personnes qui brutalement se retrouvent sans abri, hein, à la suite d'un divorce ou de violences conjugales, des choses comme ça. Des personnes demandeuses d'asile et tout, donc on a des scénarios différents. Puis il y a beaucoup de personnes âgées qui sollicitent aussi pour les visites à domicile. Voilà, on a un public très divers. Vous avez des MMA aussi? Des MNA, là, des mineurs non accompagnés? Non, on n'en a pas plus que ça. Non. On en avait quand on faisait l'accueil de nuit l'hiver, mais depuis le Covid, on a arrêté cet accueil. On fait des hébergements d'urgence, mais plus sous ce format-là, donc on n'en voit plus passer. D'accord. Mineurs, voilà. Donc vous avez un métier parce que vous êtes êtes bénévole, vous? Oui, vous êtes un président bénévole? Comme quasiment tous les présidents d'associations. Hein, et vous passez combien de temps par semaine dans ce bénévolat? C'est très variable. C'est vrai que ça va de quelques heures à plusieurs, à 15 ou 20 heures, ça dépend des périodes. C'est vrai que c'est ce que je vous disais, psychologiquement, j'y pense, vous voyez, dans l'association, alors quand même, c'est que 3 ou 4 heures dans la semaine parce que c'est tranquille, souvent en juillet, vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a quand même, je pense, à l'association, au projet futur. En moyenne, c'est combien? C'est-à-dire c'est combien, ça vous prend combien de temps? C'est difficile à évaluer, mais moi, je dirais 20 heures par semaine. D'accord. Je dirais 20 heures à peu près. Des fois moins, avant les assemblées générales beaucoup plus, vous voyez, ça dépend des périodes. En septembre plus qu'en juin ou juillet, ça dépend des périodes. Donc à côté de ça, vous avez un métier? Voilà, oui. Vous pouvez nous en parler de votre métier? Bien sûr, oui, depuis le début de l'année, puisque j'ai eu une période de chômage. Avant, j'étais surveillant de nuit, je suis chauffeur accompagnateur pour les enfants handicapés. D'accord. Dans une association aussi, un institut médico-éducatif. D'accord. Avec des enfants essentiellement autistes. Ok, donc vous voulez rajouter quelque chose sur votre présentation? Non, pas du tout. Non, ça...
Donc vous avez une passion, c'est la religion. Ah oui, oui, c'est Voilà. ouais, c'est ma passion. Hein. C'est vrai que tout ce que j'essaie de faire dans ma vie tourne en général autour de la religion, pas tout le temps, mais vous savez que ça me passionne. Je lis des bouquins sur la religion, je vais à l'église, à la messe, ouais. C'est ma pratique religieuse. Hein. Normal, hein, quand on a la foi. Quoi, hein. D'accord. Donc vous achetez des bouquins religieux, un bouquin par semaine, vous m'avez dit. Ah oui, 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 je peux être un bouquin par semaine, oui, facile, depuis plusieurs années. Vous trouvez le temps de lire entre tous ces Ah, activités? des fois, je ne les finis pas, les livres. En général, quand j'en achète un, je le lis. Hein. Alors, des fois, ça m'arrive évidemment de ne pas le finir. Et j'en lis de différentes sortes, hein, pas que du christianisme, hein, des bouquins aussi d'autres religions, de l'islam, du bouddhisme, très intéressant. Hein. Et sur la mystique, oui, oui. Oui, oui, Voilà, donc en vacances, vous partez tout seul à Lourdes. ouais. Vous allez porter des brancards. Non, non, quand je vais à Lourdes, et j'y vais régulièrement, hein, au moins 1 ou 2 fois dans l'année, je vais vraiment pour me recueillir et je ne fais absolument rien et j'ai pas l'intention d'en faire, tant que je serai avec des activités à côté. Vous vous recueillez pendant 3 jours. Voilà, oui, je vais à la grotte, je vais à la messe, je fais les boutiques religieuses aussi. J'aime bien acheter des objets religieux aussi. Et je me détends, hein, oui. C'est un moment où je prends du temps pour moi, pour être dans un climat plus spirituel, oui. D'accord. Oui, mais comme beaucoup de monde, hein, mais c'est vrai que moi c'est plutôt personnel. Je vais rarement en groupe à Lourdes, 1 fois ou 2, j'ai dû y aller en 15 ans, mais en général c'est toujours, tous mes pèlerinages c'est pour me détendre et pour me rapprocher du bon Dieu, prendre le temps vraiment de rester concentré dans le silence. Vous voyez, D'accord. Ouais. Donc vous êtes qualité, vous êtes généreux. Et je suis généreux. Vous y travaillez, quoi. Voilà. Alors des fois vous m'avez dit vous êtes négatif, médisant, vous avez parfois de mauvaises pensées, Ah, mais oui, vous luttez contre tout ça. J'essaye, donc c'est vrai que j'ai ça, mais comme bon, et il y en a d'autres. Vous avez conscience, c'est bien. Bien sûr, des fois je m'emporte pour mieux ou pour un non, ça m'arrive selon les jours et tout. J'ai plein de défauts, mais bon, je ne suis pas là pour le coup. Mais j'essaie de faire, évidemment, on a un devoir même dans notre religion, comme dans toutes les religions, de s'améliorer et de faire au mieux quand on est énervé de ne pas le montrer, quand on a envie de dire du mal, de ne pas le dire et tout. Mais bon, malheureusement, j'en dis certainement tous les jours, et des pensées mauvaises très régulièrement, et on a plein d'autres choses. Hein, mais bon, je me corrige, il faut faire des efforts pour s'améliorer. D'accord, on en est tous là. On est tous là. Il faut faire des efforts pour s'améliorer. On est tous là. Voilà, donc on va passer à la une du prochain numéro de La Glorieuse. Oui. Nous, on a essayé de faire des efforts pour nous améliorer par rapport à tous les numéros. Donc on est au 945, donc ça fait 945 numéros qu'on essaye de s'améliorer. Il y en a qui trouvent que c'est de pire en pire, mais bon, voilà. Oh, ben là, donc on vient sur la culture et on titre VIP et copains d'abord. Voilà, il y a des nominations à la tête de la culture qui ont fait couler beaucoup d'encre ailleurs et chez nous aussi. Ah, Montpellier, là, Oui, non, voilà, ouais, voilà. j'ai pas trop suivi, ouais. Donc on revient aussi sur un sport là, qui est à la pointe, une activité passion, illégalité et adrénaline. C'est le rodéo urbain, vu par ceux qui le pratiquent. Voilà. Ah ouais, ceux qui font les courses dans... Ceux qui font les courses, la vers au champ, là, le soir, Ah ouais. et qui, sur la ligne droite, montent à 250. Ouais. Voilà, ensuite on revient sur fiasco, naufrage, douche froide. Où en est la République en marche? Vous avez entendu parler de la République en marche un peu? Ah, ouais. Ouais. Vous avez une remarque là? Sur la République en marche? Ouais. Non, c'est sûr que là, c'est pas facile hein, pour un parti comme ça, hein, de se développer en si peu d'années. Ouais. Ils ont des résultats, mais c'est vrai que c'est pas. Ils partent de loin hein, aussi, hein, plus tard que les autres, du moins. Donc, du coup. Mais après, c'est vrai que le jour où Macron sera plus président, je sais pas si ce parti va faire grand-chose après. Ouais, c'est le parti de Macron, quoi. Bah oui, hein, mais, Comme De Gaulle, les gaullistes c'était le parti de De Gaulle. Oui, certainement. Ouais. Après, peut-être ça va se développer. C'est difficile à prédire, hein, les partis comme ça. Hein. Vous avez un bon regard sur les choses, je crois. Je sais pas, sur la République en marche. C'est un peu comme Sorel. Philippe Sorel, voilà. C'est autre chose. Hein. Quand il est parti, tous ses lieutenants se sont délités. Mais disons que le parti, je sais plus, il existe toujours le parti je ne suis pas suivi. Oui, il existe un petit peu. Enfin bon, il est dans un mode de survivance.
Oui, bah après c'est sûr, quand tu commences à perdre des élections, tout de suite, c'est plus la même histoire. Hein. Voilà, donc, et puis pour terminer, là, on revient là sur un nouveau personnage. Vous savez qu'on fait une rubrique sur Ils sont d'ici, c'est sur des vieux personnages d'ici, donc sur un Montpelliérain qui s'appelait Frédéric Bourguet, 19e siècle, 19e, début du 20e, qui a été un grand industriel dans la région de Mazamet. Voilà. Donc Philippe Coulet, on va commencer par des questions d'actualité. Très bien. Voilà, donc vous avez vu passer là les gens qui manifestaient peut-être, qui du Vermançon, sur la liberté de se faire vacciner ou pas. Vous avez entendu parler ? Oui, oui, bien sûr. Oui. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que vous avez un seul mot pour qualifier les mobilisations anti-vaccination ? Ben, ça se comprend. Ça se comprend. Trop beau. Je comprends parce que je ne suis pas pour la vaccination, je ne me suis pas fait vacciner encore, hein, et je trouve que c'est bien les vaccins en eux-mêmes, hein, contre le tétanos et pour les enfants et tout ça et tout, mais comment dire ça, là ce vaccin qui a été fait aussi rapidement, ça peut poser question et les gens et donc du coup moi je ne suis pas spécialiste de la question mais je comprends que quand même il y a des doutes et que imposer un peu comme ça, parce que si tu ne t'es pas vacciné tu ne peux plus faire grand chose, hein, si je l'ai compris, je comprends que quand même il y a des personnes mécontentes. Après, ouais, j'ai une tendance à obéir, c'est-à-dire bon, il y a les autorités, elles décident, donc même moi pour mon travail, certainement je devrais me faire vacciner. Bon, je pense que je me ferai vacciner, mais... vous les comprenez, quoi. Ouais, je comprends complètement. Comment vous avez réagi la semaine dernière à l'interpellation là, du président de la République lors de sa visite à Lourdes ? Ah, j'en ai entendu parler, ouais. Mais moi ça m'embête un peu qu'on dise que c'est un athée et personne ne peut savoir à 100% que c'est un athée et il prie peut-être dans son coin et disons que et c'est pas, il y a plein de gens qui croient pas et qui vont quand même à Lourdes, hein, dans les sanctuaires, parce que même s'ils croient pas et ils y pensent pas, ça leur fait du bien d'aller à Lourdes, comme il y a des gens qui aiment bien rentrer dans les églises et ils en ressentent mieux, hein, dans l'église en se posant 5 minutes, et ça doit être ouvert à tout le monde, même à ceux d'autres religions et tout. Je pense pas que au contraire ça me ferait plutôt plaisir, ouais, d'être politique, aller à Lourdes dans les sanctuaires, et je vois pas, non, j'ai pas trop compris, je l'ai pas vu la vidéo, j'en ai entendu parler et je pense pas qu'on puisse dire à quelqu'un elle est athée, elle n'a pas le droit de venir à Lourdes. D'accord. Mais il y en a qui ont dit que Emmanuel Macron utilisait la religion à des fins électorales. Ouais, je sais pas ça. Je pense pas quand même, hein, je pense pas. Est-ce que vous trouvez que politique et religion font bon ménage ? Alors, historiquement, on va dire que non, mais disons que ça ne me choque pas que des personnes qui sont des politiques de premier ordre affichent leur foi, aillent à la messe. Disons qu'on peut très bien être président de la République, Premier ministre ou ministre, et dire qu'on est pratiquant d'une religion, même si ce n'est pas la religion que... Et voilà, il a le droit d'avoir sa religion, et ce n'est pas un souci. Je veux dire, c'est la religion, il pratique sa religion, il va à la messe, il pourra aller à la mosquée, bon, mais il pratique sa religion. Quels ont été les impacts du confinement sur vos publics, sur les publics que vous recevez ? Ah, il y en a eu je pense qu'évidemment ça a fragilisé, hein, comme ça a fragilisé beaucoup de personnes dans la société. Il y a eu beaucoup de sans-abri qui ont été confinés, un peu, pas de force, c'est un grand mot, mais on a fait en sorte qu'ils soient bien confinés. Hein, il y avait des procédures pour ça. Après, je ne sais pas s'il y a eu un impact vraiment différent de celui de la population en général. Parce que les populations que vous recevez, c'est des populations fragiles quand même. Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont plus fragiles aussi à la maladie. Ah, certainement, oui, bien sûr. Oui, c'est un public fragile. Hein, ils sont plus, et des fois aussi, ils sont plus résistants à la maladie. Hein. Donc, oui. Mais après, ça dépend des organismes, bien sûr. Mais il y a eu des protections, une protection tout à fait... il y a eu beaucoup de confinements dans des centres, en fait, hein, où les centres qui étaient ouverts que la nuit, on les confinait aussi la journée, vous voyez. Il y a un effort de fait très important par l'État pour justement maîtriser... Est-ce que vous comprenez la montée du ras-le-bol par rapport à la crise sanitaire ? Oui, il y a de la fatigue, hein, quand même. Hein, c'est sûr que... il y a un ras-le-bol, je comprends les personnes entre les masques, les vaccins, les gels hydroalcooliques, les couvre-feux, c'est sûr. Hein. Donc la société Saint-Vincent de Paul là, existe depuis 1833. C'est ça.
Donc vous êtes presque de 2 siècles. C'est ça, ouais. C'est une grande dame, une grande association. Oui. Internationale, dans 150 pays. Une des plus vieilles. Une des plus vieilles, oui, je pense, avec l'Ordre de Malte, avec des associations, voilà, et vraiment, on est une des plus anciennes de France. Et en fait, elle s'appelle Société, mais parce qu'à l'époque, avant la loi qui séparait la loi sur les associations en 1901, en fait, une association s'appelait Société. C'est pour ça que la Société protectrice des animaux, la SPA, c'était avant. Et nous, c'est pareil, vous voyez. Donc voilà, mais en fait, on est une association. Donc oui, une des plus anciennes de France, effectivement. Vous êtes une des plus anciennes à Montpellier. À Montpellier, oui, elle a été présente quasiment dès le début de la fondation par Frédéric Ozanam, à Nîmes, à Béziers, donc dans le coin dans cette région, et à Montpellier, oui, oui. Et très rapidement, elle a commencé à faire ce qu'elle fait encore, c'est-à-dire des repas solidaires, donc ça s'appelait les fourneaux économiques à l'époque. Ça a commencé, les repas solidaires, ça a commencé quand? Je ne me rappelle plus les dates, je crois que c'est 1856 ou 1871. Les restaurants de Béziers et Montpellier, c'est ces dates, il me semble. Je crois que Montpellier, c'est 56 ou 1871, j'ai un doute de mémoire. Mais... Non, on fait 56 ou 71. Ouais, c'est mieux, oui, oui. Oui. 1800, je dis. Oui, au bout de 10 ans, elle était déjà très présente dans l'Hérault, à l'association. D'accord. Voilà. Parce que dans l'Hérault, il y a toujours eu beaucoup de misère. Je ne sais pas s'il y a toujours beaucoup de misère, mais c'est vrai que quand cette association a été créée dans la région du Gard, et voilà, il y a eu des points comme ça en France où c'est beaucoup plus développé qu'à d'autres endroits, et on retrouve un peu cette physionomie associative de nos jours. C'est vrai qu'on est un des départements historiques de l'association, avec Lille, avec d'autres coins comme ça en France, où on est bien présent. Est-ce que l'aspect catholique est toujours présent dans votre mission? Ah oui. Oui, donc dans les statuts de l'association, dans la règle internationale, c'est une association qui allie la spiritualité à la charité de proximité. Et alors, quand je reçois des bénévoles, souvent c'est moi qui les accueille dans l'association, là à Montpellier, évidemment, des fois je leur demande de la religion, mais je ne leur impose pas évidemment la croyance et tout, mais c'est clair que les membres qui adhèrent et qui sont dans les conférences à Maçon de Paul, en général, quasiment tous, sont des chrétiens pratiquants, catholiques, voilà, et qui se reconnaissent dans ce projet associatif. Alors, mais on a quand même dans notre... que ce soit parmi les accueillis évidemment, ou alors les bénévoles, beaucoup de personnes qui sont d'autres religions ou athées, beaucoup de gens ne croient pas et ils viennent pour aider, comme ils se retrouvent chez nous, comme ils auraient pu être au Resto du Cœur, au Secours Populaire, c'est les circonstances, ils sont allés sur Internet, ils nous ont trouvés, voilà. Hein. Mais il y en a qui, c'était au cours d'une messe et on leur a dit que cette association existait et qui nous rejoignent. Parce que bon, on va essayer d'élever un petit peu le débat là. on va citer Malraux. Donc, qui a dit, donc vous savez ce qu'il a dit, le 21e siècle, sera spirituel, il ne sera pas, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, il a dit ça. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas eu tort, parce que le 21e siècle quand même est très individualiste. Ça, je sais pas. Là, c'est très difficile de savoir si vraiment avant ils étaient plus généreux ou plus ouverts et tout ça et tout. J'ai quand même l'impression que la société s'est vachement améliorée. C'est humanisé. Oui. Parce qu'on voyait bien, il y a eu quand même beaucoup d'avancées sociales et j'ai pas l'impression qu'on soit plus. L'être humain est plus égoïste qu'avant. Peut-être, mais mais il est quand même très individualiste aujourd'hui. Il est individualiste, mais je ne pense pas que c'est différent d'avant. Ce qu'il y a, à mon avis, c'est que maintenant, il y a des choses qui le favorisent. Vous voyez, il y a avec l'Internet, des choses comme ça et tout. Mais après, c'est toujours avec... il y a un côté, mais ce côté-là, mais il y a aussi un autre côté. Il y a peut-être plus de générosité aussi. Je ne pense pas qu'on puisse évaluer l'être humain là, du 21e siècle par rapport au 19e. J'ai l'impression que les choses s'arrangent quand même. D'accord. Ouais. Il y a du mieux. Je pense. Alors, à mon échelle. Hein, au niveau des associations, par contre, il faut s'arracher. Hein. Secours populaire, Secours catholique, Resto du Cœur, AHM, oui. Banque alimentaire, oui. Emmaüs, Croix-Rouge, oui. J'en ai oublié. Ah oui, il y en a d'autres. Hein. Ça, c'est pour les associations solidaires. Après, il y a aussi beaucoup d'associations qui sont dans le sport ou dans la culture ou qui font des actions. Mais c'est bien. Parce qu'il y a deux types de... Bon, aujourd'hui, on appelle ça le charity business. Ouais. C'est faux? C'est pas un beau terme?
Ah, peut-être ça existe, mais Parce là... qu'on a l'impression que, bon, je glisse, hein, mais on a l'impression que certains politiques utilisent cette espèce de business, excusez-moi pour le terme, pour faire un petit peu leur promotion. Ah, je peux Est-ce pas- est-ce que vous avez une idée là-dessus? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne se servent pas de la société de Saint-Vincent de Paul. Hein. Parce qu'ils ne se sont pas servis de notre association pour alors. Parce que bon, j'ai pas l'impression qu'on soit extrêmement soutenu, on n'est pas non plus rejeté, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on se serve de nous, vous voyez, pour... Est-ce que tous ces réseaux sont en concurrence? Ah, moi, je me sens en concurrence. Alors là, je vais vous dire clairement, non, je suis en concurrence avec aucune association. Je peux, avec plusieurs exemples, parce que déjà, on en aide beaucoup. À travers Saint-Vincent de Paul, on aide à HM, justement, c'est nous qui leur faisons les repas qu'ils distribuent dans la rue, sur leur point de distribution. On aide Caban pour leur faire les repas aussi pour les personnes qui dorment dans les chapelles. On aide les femmes invisibles en leur prêtant local. On aide C'est quoi les femmes invisibles? C'est une association assez récente qui fait un très beau travail et qui est de distribution de kits d'hygiène et de soins enfin pour les femmes sans abri. D'accord. Voilà, donc on leur prête un local, à la bulle douche nomade aussi. On a plein d'associations comme ça on prête nos locaux à SOS SDF pour qu'ils fassent leur cuisine pour leur maraude le lundi soir. Donc bon, on aide les assos. Hein. À la halte solidarité, parce qu'au début vous aviez présenté Saint-Vincent de Paul au quai du Verdonçon, mais on n'est pas seul sur place. Ça s'appelle la halte solidarité. Il y a 3 associations. Il y a la santé et solidarité, il y a le secours catholique qu'on leur accueille toujours, qui marche bien. Et on travaille bien ensemble. Hein. Et après, on n'est pas du tout. Moi, je me sens pas du tout en concurrence avec les associations. Il y en a, par contre, où leur état d'esprit, en quelque sorte, je n'aurais pas rejoint cette association, leur association, mais je me sens pas en concurrence. Ils développent une épicerie solidaire. Je me dis pas, oh là là, ouais, c'est bien, hein, si ça peut aider les gens. D'accord. Non. Parce qu'il y a des hommes politiques qui se recassent dans les associations caritatives, dans le charity business. On en parle beaucoup dans la presse, donc voilà. Alors, je suis pas bien à l'actualité. Je n'ai pas vu. Par exemple, il y a comment elle s'appelle, Cécile Duflot, là, qui gagne 6500 € dans une association qui s'appelle Oxfam. Il y a Najat Belkacem aussi qui dirige une ONG. Voilà, ils rebondissent. Voilà, ici on a Clara Hart là, qui est très active au niveau Ah ben, la SOSDF, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une affaire de femmes en fait aussi. Il y a beaucoup de femmes, maintenant. Je crois que dans les associations, comme dans l'église d'ailleurs, il y a un peu plus de femmes que à ma connaissance. Hein. Après, c'est pas énormissime la différence, mais il me semble que les statistiques associatives montraient qu'il y avait un peu plus de femmes qui s'investissaient. D'accord. Vous aidez combien de personnes dans les Hérault tous les jours? Par jour, c'est difficile à évaluer parce que ça dépend. Ça dépend. Ouais, j'ai à peu près 1000, je dirais. 1000? Ouais, c'est pas certain, hein, les chiffres. Tous les jours, vous aidez 1000 personnes. Ouais, ça doit varier. Des fois c'est plus et des fois c'est moins. Ça dépend si c'est l'hiver ou pas, parce qu'on a le restaurant de Sète qui n'est pas ouvert tout le long de l'année, vous voyez, et qui aide quand même pas mal de monde aussi. Les visites à domicile, c'est des périodes aussi. Ouais. Donc en 2020, ça a fortement chuté, hein, les visites en maison de retraite et tout. Donc c'est des personnes aidées en moins, en quelque sorte. Donc du coup, c'est pas exactement. C'est difficile à évaluer. Hein. Expliquez-moi pourquoi donner du temps à une association, c'est important. Ah oui, non, c'est important, c'est sûr, parce que j'ai l'impression, enfin, on a des devoirs hein, sur cette planète, hein, et quand on voit des gens qui souffrent, comme on peut le voir, et qui ont des problèmes d'hébergement, des problèmes de solitude, des problèmes pour se vêtir, pour se nourrir et tout ça, on ne peut pas rester à rien faire. Hein. Je pense que c'est plus utile de s'investir dans une association caritative que de s'investir dans des loisirs. Je n'ai pas d'idée comme ça en tête, mais c'est vraiment très important. Et on ne peut pas... ça me paraît, je sais pas, moi personnellement, dès que j'ai ressenti la foi, que j'ai eu la foi quand j'avais 22 ans, hein, j'ai tout de suite compris qu'il fallait s'investir auprès des gens. Ça s'est passé comment, que la transition entre le moment où vous n'avez pas eu la foi et le moment où vous avez eu la foi?
Comment j'ai eu la foi en quelque sorte. J'ai ressenti la présence de Dieu. Et... Avant, vous l'aviez pas. Ah non, j'étais athée, je me moquais complètement de la religion. Ça vous est tombé dessus comme le. Voilà, ouais. Et je finissais. Comme un coup de soleil, quoi. Ouais. Progressivement, quelques jours, je ressentais la présence de Dieu. J'ai envie de lire des bouquins sur la religion, m'instruire sur ça. Et voilà. Et... En termes de besoins sociaux, comment vous qualifiez-vous Montpellier? Ah, c'est une ville qui a besoin d'aide. Hein. Il y a des difficultés quand même. Hein. Je ne sais plus où ils en sont au niveau des squats, mais il y a encore un an ou deux, je crois qu'il y avait 600 personnes dans les squats à Montpellier ou dans les 500. Ah oui, c'est ça. Il y avait les chiffres de Médecins du Monde, à ma connaissance. Hein. Alors je ne sais plus exactement, parce qu'ils ont été évacués, donc je ne sais plus où on en est, mais il y a beaucoup de problèmes. Hein. Nos hébergements d'urgence sont toujours pleins. Vous voyez, par exemple, l'association Caban, avec qui on travaille, ils ont 14 places pour femmes sans abri. Sur une année, qui ont dormi au moins une nuit, ils en ont compte 150 quand même, hein, inscrites. Hein, donc il y en a 14 par soir, mais sur une année, ça fait un roulement de 150 dames. C'est beaucoup quand même, hein, 150 femmes. Le reste, ils peuvent en recevoir que 14. Voilà. Et les autres alors Disons dans la rue. Disons que comme c'est une journée, il y en a 14 après des personnes peut-être en difficulté, mais sur une année qui dorment au moins une nuit, ça représente 150 personnes. Il y en a qui restent toute l'année dedans, et d'autres qui partent au bout d'une nuit, mais ça fait quand même 150 personnes qui ont eu besoin de venir pour X raison dans une structure comme celle-ci. Et c'est quand même beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a un profil type de population affectée par la misère? Alors moi j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de personnes étrangères. Hein. Oui. Et dans les restaurants, les épiceries et à l'hébergement d'urgence, la grande majorité, c'est des personnes étrangères, ça veut dire quoi? Demandeuses d'asile, déboutées aussi du droit d'asile, en situation irrégulière, oui. On dit, allez-y. Voilà, non, c'est vrai que c'est beaucoup des personnes. Mais genre, c'est combien? C'est 50%, 60%? Ah oui, à l'hébergement d'urgence. 80%? Non, plus, peut-être pas 80%, mais au moins 60-70%. Dans l'épicerie, je crois, à Montpellier, c'est le 9, c'est à 90-95%. Ce sont des personnes étrangères, en difficulté financière. On parle d'un quart de la population à Montpellier qui vivrait sous le seuil de pauvreté. C'est possible, oui, bien sûr. Ça me paraît. Je ne suis pas surpris. Hein. Et vous trouvez facilement du bénévolat dans votre activité? Facilement, pas plus que ça, mais on en trouve. On a quand même des partenaires. On a France Bénévolat avec qui on travaille aussi très bien. Et puis on a un site internet national où les personnes peuvent s'inscrire. On reçoit les informations et on contacte les bénévoles. On en a quand même. Hein, c'est pas. On en a. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre le budget consacré à la rémunération des élus et celui consacré à leurs actions sur le terrain? C'est une bonne question. Je pense que. Merci. Je pense que globalement, je donne mon avis. Il faut évidemment, comme c'est du temps pris, ils doivent être rémunérés, les maires adjoints, tout ça et tout. Mais c'est clair que je ne parle pas que de Montpellier, je parle en général. Hein. C'est disproportionné par rapport à l'action, en quelque sorte. C'est quand même un service qui devrait rendre avec un montant, les indemnités sont trop élevées. Pareil pour les députés, pareil pour, à mon avis, hein, je trouve que il faut qu'ils aient quand même une indemnité, il n'y a pas de souci, hein, il y a une compensation, c'est un boulot. Mais pour moi, évidemment, je trouve qu'elle est trop élevée. Comment va votre association? Écoutez, dans l'ensemble, ça va. Je suis assez content qu'en 2020, là, l'année difficile avec le coronavirus, on a pu être ouvert tous les jours. À Montpellier, je parle, hein, donc on a pu ouvrir notre restaurant, notre hébergement d'urgence a été maintenu, nos 2 hébergements d'urgence ont été maintenus, on a capté des appartements pour faire les relais, puisque c'est un projet de l'association de faire une jonction entre des dortoirs, un réseau de dortoirs avec un réseau d'appartements au-dessus. On a embauché des personnes en CDI, donc... D'accord. Est-ce que vous avez des besoins particuliers en ce moment, des priorités? Là, ça serait de trouver un local adapté pour faire l'hébergement d'urgence. Voilà, on a une problématique de salle et ce serait... Il faudrait qu'il soit où ce local? Qu'il soit près d'un arrêt de tram à Montpellier Métropole. Oui, il y en a plein d'arrêts de tram, donc ça doit pas être difficile. Par contre, un local adapté, donc qu'il soit assez grand et qu'il soit... après, c'est pas grave s'il n'y a pas de douche, on peut la construire et tout, mais bon, qu'il y ait des sanitaires, un coin pour cuisiner. Voilà, il faut voir un peu aussi l'environnement, qu'il ne soit pas trop près... des villas, vous voyez, ou des choses comme ça et tout. Hein. Après, on a un centre qui est à Clémenville, qui est derrière Clémenville, avec des villas autour, des piscines et tout, et ça va très bien, quoi, il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Alors, on va terminer par la question chapeau, vous savez, c'est la dernière question. C'est une question très difficile. Ah, d'accord.
choisissez, vous lisez et vous répondez. Hein, voilà, donc voilà. Donc j'écris très mal. Êtes-vous optimiste? Voyez-vous des gens se réinsérer? Oui, oui, je vois des gens se réinsérer. Hein. Oui, oui, il y a... alors c'est pas tous. Mais c'est quel... bon, je veux dire, vous savez, il faut des statistiques, des pourcentages, des trucs comme ça. C'est pas la majorité. Pour nous, à Saint-Vincent-de-Paul. Hein, c'est combien? C'est 10-15%, 20%? Ouais, mais on a quand même des personnes, des gens qu'on a eu, par exemple, à l'accueil de nuit, qu'on a réinsérés, qui touchent 1 800 € maintenant, on a des salaires, des choses comme ça, hein, oui. Et qui ont un logement, une femme, oui, oui. Ah oui, oui. Au bout de 3-4 ans. Hein. Est-ce qu'ils viennent donner un coup de main Oui, bien sûr, oui, oui, on en a, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Après, notre association, elle n'est pas vraiment dans la réinsertion, c'est-à-dire on s'occupe des personnes sans abri, et après, en lien avec le 115 SIAO, on essaie de trouver des meilleures places pour elles, pour qu'elles soient en CHRS, elles puissent se réinsérer dans des appartements, vous voyez, des choses comme ça et tout, et avec un suivi social. Mais on a eu des personnes qui étaient à notre accueil de nuit, bien sûr, maintenant, après qu'ils viennent nous remercier, qui ont trouvé un travail, des choses comme ça, hein, et un logement. Plein de personnes que je connais ces dernières années qui maintenant ont un logement. Parce que bon, il y en a où c'est chronique, que le sans-abrisme ça fait 10 ans, 15 ans et tout, mais il y en a beaucoup aussi que c'est une période dans leur existence qui a duré quelques mois et après voilà, les personnes ont rebondi. Hein. C'est tout le but de ces centres de mise à l'abri ou d'hébergement d'urgence qui permettent d'atténuer la chute et d'essayer de les faire rebondir. Très bien, je vous remercie. Merci pour votre invitation, ça m'a fait plaisir. Moi aussi.